Salutations! La majorité des prises de masse échouent pour une raison très simple. Pas parce que les gens ne mangent pas assez, en général ça va. Pas parce qu'ils s'entraînent pas assez dur, mais parce qu'ils appliquent les mêmes conseils toute l'année dans n'importe quel contexte. Comme si leur corps fonctionnait toujours de la même façon. La plupart des contenus sur la prise de masse sont hors sol, hors saison, hors mode de vie réel. Et surtout ils réduisent tout à une question de calories ou d'entraînement. Alors que la prise de masse, c'est un processus beaucoup plus large. Ça dépend de ton environnement, de tes comportements, de ta récupération et du fonctionnement de ton système nerveux. Et c'est précisément pour ça que l'hiver, ça change la donne. Pas parce que ça rend la prise de masse magique, mais parce que ça modifie profondément les conditions dans lesquelles elle peut réussir ou échouer. Dans cette vidéo, on va pas simplement parler de prise de masse, même si on va revoir les classiques. On va répondre à une question beaucoup plus pertinente selon moi. Pourquoi l'hiver, ça favorise certaines stratégies de prise de masse et ça en pénalise d'autres? Et surtout, comment exploiter ce contexte sans tomber dans la plupart des pièges classiques? Déjà, qu'est-ce que l'hiver change vraiment et qu'est-ce qui ne change pas? Quand on parle de prise de masse en hiver, beaucoup pensent immédiatement à une chose. En hiver, on brûle plus de calories. Donc on peut manger beaucoup plus. Et c'est là que commence la première erreur. Chez l'humain moderne, toi, moi, la plupart d'entre vous, on vit dans un environnement chauffé, on est habillé, avec peu d'exposition réelle au froid. La dépense énergétique totale varie en réalité assez peu entre les saisons. Les mécanismes comme la thermogénèse ou le tissu adipeux brun existent, mais leurs effets ça reste modeste chez l'adulte moyen. En clair, l'hiver ça transforme pas ton métabolisme en un four à calories. Les lois énergétiques ne changent pas, elles ne changent jamais. Un surplus reste un surplus, et s'il est trop élevé, l'excédent est stocké, exactement comme le reste de l'année. Là où l'hiver change vraiment la donne, c'est pas sur la dépense, mais sur la tolérance et le comportement. En hiver, les repas plus caloriques sont souvent mieux tolérés. La digestion est perçue comme plus confortable, la sensation de lourdeur est atténuée, et il devient plus facile de manger régulièrement sans saturation. C'est pas un effet métabolique, c'est un effet perceptif et comportemental. À ça, s'ajoute un facteur clé, la saisonnalité de l'appétit et des routines. En période froide, les apports énergétiques augmentent spontanément. Les repas sont plus structurés, les horaires plus stables et les comportements alimentaires deviennent plus répétables. Mais en prise de masse, la constance est souvent plus déterminante que l'optimisation parfaite. C'est pour ça que beaucoup ont l'impression que la prise de masse marche beaucoup mieux en hiver. Mais cette facilité crée aussi une illusion dangereuse. Comme les signaux d'alerte sont atténués, on peut manger plus, prendre du poids plus vite et se sentir bien pendant un certain temps, sans se rendre compte que la dérive est peut-être déjà en cours. Il faut donc être très clair sur ce point. L'hiver ne rend pas ton corps plus efficace pour transformer les calories en muscles, c'est faux. Il rend simplement plus facile le fait de s'écarter des limites, sans ressentir d'inconfort immédiat. Et c'est exactement pour ça que l'hiver est à la fois une opportunité et un piège. Si on résume cette première partie, l'hiver ne change pas les règles du jeu. Il change les conditions dans lesquelles tu y joues. Il facilite l'adhérence à une stratégie bien calibrée. Mais il amplifie aussi les erreurs si cette stratégie est mal pilotée. Et c'est là que la question centrale de la vidéo apparaît vraiment. Puisque le surplus est nécessaire, mais que sa dérive est plus facile en hiver, comment définir un surplus réellement efficace? Pas celui qui fait monter la balance vite et à fond, mais celui qui construit du muscle sans te piéger. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans la suite. Quel est le bon surplus en hiver? Pourquoi manger plus fonctionne ou échoue? Maintenant que le cadre est posé, on arrive au cœur du sujet, le surplus calorique. Parce que s'il y a bien un point qui fait échouer la majorité des prises de masse, que ce soit en hiver ou ailleurs, c'est pas le manque de calories, c'est l'excès mal piloté. Il existe une croyance très répandue, selon laquelle un gros surplus, ça ferait forcément plus de muscles qu'un petit surplus. En réalité, le muscle y répond pas de façon linéaire aux calories. Les études qui comparent des surplus modérés à des surplus élevés montrent toujours la même chose. Quand la prise de poids est rapide, l'augmentation concerne surtout la masse grasse. Les gains de masse musculaire, eux, n'augmentent pas proportionnellement. Passé un certain seuil, le rendement musculaire chute. Autrement dit, même en hiver, ton corps a une capacité limitée
à transformer un excédent calorique en muscle. Le reste est stocké. L'hiver renforce une illusion très spécifique. Comme on tolère mieux les repas, que le poids monte plus facilement et que les performances peuvent progresser rapidement au début, beaucoup ont l'impression que leur prise de masse fonctionne mieux que jamais. Mais une partie importante de cette prise de poids initiale vient du glycogène musculaire, de l'eau qui l'accompagne et d'adaptations nerveuses. Ce n'est pas du muscle construit aussi vite que la balance le laisse croire. C'est exactement pour ça que la variable la plus importante, ce n'est pas le surplus en lui-même, mais la vitesse à laquelle ton poids augmente. Une prise de poids lente et progressive maximise la part de masse maigre, le muscle, et limite la prise de gras. A l'inverse, une prise de poids rapide augmente fortement le tissu adipeux, le gras, sans bénéfice musculaire clair. En hiver, cette règle devient encore plus critique, parce que le contexte facilite les excès et retarde les signaux d'alerte. Tu peux manger plus, te sentir bien et croire que tout va dans le bon sens, alors que tu es peut-être déjà en train de dépasser la zone efficace. Il y a aussi une erreur très fréquente à ce stade, croire que beaucoup plus de calories peuvent compenser un mauvais stimulus ou une récupération insuffisante. Physiologiquement, ça fonctionne pas comme ça. Le surplus, c'est une matière première. Sans entraînement adapté, l'excédent est stocké. Et sans récupération suffisante, la synthèse protéique reste limitée, peu importe le nombre de calories consommées. Le surplus, c'est pas un bouton muscle, c'est un amplificateur. Il amplifie un bon stimulus comme il amplifie un mauvais pilotage. La stratégie gagnante en hiver, c'est donc pas le gros surplus, mais le surplus soutenable et calculé. Un surplus que tu peux tenir plusieurs semaines, qui ne dégrade pas ton sommeil, qui ne te rend pas léthargique et qui s'accompagne d'une progression réelle à l'entraînement. Si ton surplus te fatigue, détériore la qualité de tes séances ou fait exploser ton tour de taille, il est peut-être déjà trop élevé, même en hiver. Si on résume ce chapitre en une idée simple, l'hiver facilite l'adhérence, pas l'efficacité d'un surplus excessif. Il te donne plus de marge pour bien faire, mais aussi plus de latitude pour mal faire, sans t'en rendre compte. La suite logique est donc évidente, puisque le surplus doit être précis et maîtrisé. Comment répartir intelligemment protéines, glucides et lipides en hiver pour que ces calories servent réellement à construire du muscle, et pas juste à faire monter la balance? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. La répartition des macros en hiver. Comment on utilise le surplus intelligemment? Maintenant qu'il est cadré, la question devient simple. Comment répartir les macros pour que ces calories servent vraiment à construire du muscle et pas à accumuler de la fatigue ou du gras? On commence comme toujours par le socle, les protéines. Contrairement à ce que certains pensent, l'hiver n'augmente pas la capacité du corps à construire du muscle à partir des protéines. Les besoins restent les mêmes. En pratique, pour une prise de masse, on est autour de 1,6 à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Le problème en hiver, c'est pas le manque de protéines, c'est leur dilution. Les calories augmentent, mais elles viennent surtout des glucides et des lipides. Beaucoup pensent que manger plus, ça suffit à couvrir les besoins en protéines, alors qu'en réalité, la densité protéique baisse. En hiver, les protéines doivent être fixées volontairement. Elles ne doivent jamais dépendre du surplus. Le vrai levier de la prise de masse hivernale, c'est les glucides. Ils soutiennent la performance, rechargent le glycogène musculaire et permettent de maintenir un volume d'entraînement élevé. En pratique, ce sont eux qui absorbent la majorité du surplus. Mais c'est aussi là que se situe le piège principal. L'hiver facilite l'augmentation des portions et les associations glucides-lipides, la raclette, tu connais. Tant que les glucides servent la performance, tout va bien. Au-delà, ils deviennent simplement un excédent stocké. Les lipides, justement, c'est la principale source de dérive en hiver. Des plats réconfortants, des aliments denses, des combinaisons très caloriques. Les lipides sont essentiels pour la santé hormonale, on les diabolise pas. Mais ils ont peu d'impact direct sur la performance et font exploser très vite le total calorique. En pratique, les lipides doivent être suffisants mais stabilisés, entre 0,8 à 1 g par kilo de poids de corps par jour. En dessous, on prend des risques, et au-dessus, il y a très peu de bénéfices musculaires supplémentaires. Si on résume la logique hivernale, elle est simple. Les protéines sont fixées en premier et non négociables. Les glucides sont la variable d'ajustement principale
en lien direct avec l'entraînement. Les lipides sont stabilisés et surveillés. Cette hiérarchie est encore plus importante en hiver, parce que la tolérance masque facilement les excès. Pour poser un cadre clair sans tomber dans les chiffres magiques, la méthode est toujours la même. On estime ses calories de maintien, on ajoute un surplus modéré, on fixe les protéines, on sécurise les lipides et on laisse les glucides absorber le reste des calories. C'est eux le curseur, pas les protéines, pas les lipides. Il est essentiel de comprendre aussi que toute approche générique devient fausse dès qu'on change de pratique sportive. En musculation, les glucides soutiennent directement le volume et la récupération. En sport de force, ils servent aussi à la récupération nerveuse. En endurance ou en sport mixte, ils deviennent dominants et les ajustements doivent être plus fins. C'est pour ça qu'un plan efficace est toujours contextuel. Et c'est là que je veux être clair. Ce que je viens de te donner, c'est une base solide. Mais elle doit être adaptée à ton sport, ton volume d'entraînement, ta récupération et tes objectifs personnels. Si tu veux un plan parfaitement ajusté à ton profil, éviter les dérives hivernales et maximiser tes performances là où ça compte pour toi, c'est littéralement mon métier. Tu peux me contacter sur Instagram ou par mail, t'as tous mes liens en description. Tu peux aussi prendre 5 secondes pour t'abonner, me laisser un petit like et un commentaire et partager à tes amis. C'est beaucoup de travail ces vidéos et je propose ce contenu gratuitement. Alors fais ce petit geste pour me montrer que c'est utile pour toi et pour me donner la motivation de continuer. Merci. À ce stade, en tout cas, tu comprends que les macros, c'est un outil. Leur efficacité, ça dépend de l'entraînement et de la récupération. Et c'est exactement ce qu'on va voir pour la suite. Comment on s'entraîne en hiver pour transformer le surplus en muscle, pas en épuisement, pas en gras. Parlons donc de stimulus et de récupération, le vrai facteur limitant de la prise de masse en hiver. À ce stade, il faut rappeler une chose essentielle. Les calories, ça ne crée pas de muscles par elles-mêmes. Elles font que permettre aux muscles de répondre à un stimulus. Sans entraînement adapté et sans récupération suffisante, l'excédent énergétique est stocké. Et en hiver, ce mécanisme est souvent masqué, parce qu'on se sent globalement en forme, plus longtemps. L'hiver favorise pourtant une chose réelle, la progression en force. Ça je m'en rends compte, putain ça explose les perfs. Les températures sont basses, et ça améliore la tolérance à l'effort. Il y a moins de chaleur corporelle à dissiper, et souvent moins de déshydratation. Les charges sont plus stables, l'exécution est plus propre, et la progression peut être plus linéaire. C'est une vraie opportunité, mais uniquement si elle est maîtrisée. Le problème, c'est que beaucoup, ils transforment cette opportunité en excès. Sur le plan scientifique, un point est clair. L'hypertrophie est fortement liée au volume de travail effectif. Mais plus de volume, c'est aussi plus de fatigue. En hiver, l'erreur classique consiste à augmenter en même temps le volume, l'intensité et la fréquence, les trois en même temps. Sur le papier, ça paraît logique. Mais physiologiquement, c'est la voie la plus rapide vers la saturation. Même chose avec l'échec musculaire. S'entraîner proche de l'échec, ça peut être efficace. Mais l'échec systématique augmente fortement la fatigue nerveuse, dégrade la récupération et finit par réduire la qualité du volume. En hiver, comme les signaux de fatigue arrivent beaucoup plus tard, il y a plein de gens qui s'entraînent trop dur pendant trop longtemps sans s'en rendre compte. C'est pour ça que la plupart des prises de masse hivernale échouent rarement par manque de calories. Elles échouent par accumulation de fatigue centrale. Je l'ai déjà vécu, c'est pour ça que là tu vois je suis en semaine de deload par exemple. Je baisse mes poids et mes volumes, je me repose. C'est facile à repérer, tu stagnes, tu as une baisse de motivation à l'entraînement, tu as un sommeil moins réparateur et tu as une sensation de lourdeur. Ces signaux ils apparaissent souvent avant même que ta stagnation musculaire ne soit visible. La récupération devient alors le vrai facteur limitant. Et en hiver, elle est plus fragile qu'on le croit. T'as moins de lumière naturelle, t'as un rythme circadien perturbé, t'as du stress de début d'année, tu utilises beaucoup plus les écrans, t'as beaucoup qui dorment beaucoup plus longtemps, mais qui récupèrent moins bien. Mais un surplus calorique, ça compense jamais un système nerveux flingué. La règle d'or, c'est donc simple. Stimuler, pas saturer. Une prise de masse efficace, c'est un volume suffisant, une intensité maîtrisée, une fatigue contrôlée et une progression mesurable. Dès que la récupération se dégrade, c'est pas un signal pour manger plus ou s'entraîner plus dur, c'est un signal pour ajuster. À ce stade, il faut que ce soit clair. L'entraînement, c'est le convertisseur du surplus. Mais la récupération, c'est ce qui détermine si ce convertisseur fonctionne ou s'il casse. Et t'as pas envie que ça t'arrive, crois-moi. Et c'est précisément parce que l'hiver masque les signaux qu'il faut être encore plus attentif. Ce qui nous amène naturellement à la dernière partie de cette vidéo.
Une fois que tu comprends comment le surplus, l'entraînement et la récupération interagissent, il reste une question décisive. Comment savoir quand continuer, quand ralentir et quand s'arrêter, avant que la dérive ne s'installe. Il faut piloter intelligemment ta prise de masse, notamment en hiver. On arrive au point le plus important de toute cette vidéo, celui que la majorité des gens ne savent pas gérer. L'hiver ne crée pas de nouvelles erreurs, il amplifie celles qui existent déjà. Et c'est précisément pour ça que le début d'année est une zone critique. À partir de janvier, février, mars, la fatigue accumulée commence à apparaître. Le rendement du surplus calorique diminue et les dérives deviennent visibles si elles existent. C'est souvent là que soit la prise de masse devient vraiment productive, soit elle commence à stagner silencieusement, voire pire. Le problème, c'est que beaucoup continuent par inertie, par habitude, mais pas par efficacité. Il faut donc poser une règle simple. Une prise de masse n'a de sens que tant que le ratio entre muscles gagnés, fatigue accumulée et gras stocké reste favorable. Dès que le ratio se dégrade, continuer à manger plus n'améliore rien. Augmenter le volume aggrave la fatigue, ignorer les signaux ne fait que retarder une correction inévitable et tu perdras du temps. C'est pas un manque de discipline, c'est un problème de pilotage. Pour savoir si tu dois continuer, il faut regagner des signaux objectifs. Tant que les performances progressent, ou au minimum restent stables sur tes lifts principaux, c'est bon signe. Tant que la prise de poids reste lente et contrôlée, avec un tour de taille relativement stable et sans dérive visuelle rapide, c'est cohérent. Tant que le sommeil reste globalement réparateur, que la fatigue est gérable et que la motivation à l'entraînement est stable, continuer, c'est rationnel. A l'inverse, certains signaux doivent t'alerter. Des calories élevées et un entraînement structuré mais des performances qui n'évoluent plus, c'est bizarre. Un tour de taille qui augmente plus vite que le reste avec une sensation de gonflement sans gain fonctionnel. Un sommeil qui n'est pas réparateur, une lourdeur qui est persistante, une baisse de motivation. Dans ce cas, continuer c'est contre-productif. Même en hiver, quand on arrive à ce point, il y a 3 options intelligentes. La première, souvent suffisante, mais rarement utilisée, consiste à ralentir légèrement la prise de masse. On réduit un peu le surplus, on stabilise les macros et on consolide les gains. La deuxième option, c'est le maintien actif. Les calories reviennent au maintien. L'entraînement reste structuré et la récupération devient prioritaire. C'est souvent idéal pour réduire la fatigue et repartir plus proprement. La troisième option, c'est un mini-cut stratégique, une mini-sèche. Uniquement s'il y a une grosse dérive réelle. De façon courte, contrôlée, sans agressivité excessive, avec un seul objectif, restaurer la sensibilité de ton corps au surplus. L'erreur à éviter, c'est la panique décisionnelle. Se dire « Ah, ça dérape, j'arrête tout ». Ce réflexe entraîne une perte de muscle inutile, une chute de performance, une fatigue accrue et très souvent des cycles de yo-yo. Savoir s'arrêter intelligemment, c'est une compétence. C'est jamais un aveu d'échec. Quand l'hiver est bien géré, il laisse quelque chose de précieux. Plus de muscles, plus de force, moins de gras à corriger et un système nerveux fonctionnel. Il prépare un printemps plus propre, une transition plus fluide et des cycles futurs plus efficaces. Et c'est ça le message final de cette vidéo. Réussir ta prise de masse en hiver, ça consiste pas à pousser plus fort ou à manger plus longtemps. Ça consiste à savoir lire les signaux, prendre les bonnes décisions et t'arrêter avant que ton corps ne te l'impose. C'est ça la différence entre un pratiquant discipliné et un pratiquant stratège. Et c'est exactement là que la majorité des gens bloquent. Pas par manque de motivation, pas par manque de discipline, mais parce qu'ils sont seuls face à leurs signaux et seuls face à leurs décisions. Si tu veux un accompagnement vraiment adapté à ton profil, ta morphologie, ton sport, tes objectifs réels, c'est pour ça que je suis là. Je t'accompagne, si tu le souhaites, pour structurer ta prise de masse, éviter les dérives et maximiser tes performances là où ça compte vraiment pour toi. Tu peux me contacter sur Instagram ou par mail, les liens sont en description. Pense aussi à t'abonner, liker, commenter et partager. C'est 5 secondes pour toi, c'est gratuit et ça peut absolument tout changer pour moi. On se revoit dans une prochaine vidéo sur des sujets liés à ta santé, ton bien-être et ton épanouissement, comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous et aimez-vous.